troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Linda Afine-Kouassi, directrice générale du cabinet Kaizen, Alexis Quignolman, consultant financier, de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite, au Sénégal, le gouvernement a ordonné le paiement de 100 milliards de francs CFA au titre de divers mandats des petites et moyennes entreprises. Un paiement de la dette intérieure qui devrait permettre un regain de dynamisme économique. Siamo Victoria Selji. Après avoir réussi à mobiliser 660 milliards de francs CFA récemment sur le marché international de la dette, le gouvernement du Sénégal entreprend une opération visant à apurer une partie de la dette intérieure. Le paiement de 100 milliards de francs CFA ordonné par le chef de l'État Macky Sall pour régler la dette dans le secteur privé est effectif au Trésor national. Cette dette intérieure qui était impayée avait un peu gêné la trésorerie des entreprises. Donc il y a un processus de relance économique dans la mesure où les entreprises pourront honorer leurs commandes, pourront donc procéder à des activités ultérieures à travers donc les carnets de commandes que les chantiers divers vont leur demander. Selon les estimations, le service de la dette du Sénégal représente aujourd'hui 2 points de croissance du produit intérieur brut. Et bien qu'il soit encore loin du ratio de 20% du budget, le Sénégal, pays membre de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dispose d'un stock de dette en deçà de la norme communautaire de 70% du PIB, ce qui lui permettra d'atteindre ses objectifs de croissance à court terme et de les rembourser. Actuellement, le taux d'endettement du Sénégal est à 57% environ du PIB. Et donc, ce n'est pas le pays le plus endetté de l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est un taux qui est compatible avec ses finances publiques. À noter qu'un premier montant de 200 milliards de francs CFA avait été annoncé pour le règlement de la dette intérieure du Sénégal. Les efforts du gouvernement en termes de renforcement du partenariat public-privé constituent pour plusieurs analystes l'élément catalyseur permettant de soutenir l'essor du secteur privé et stimuler le développement socio-économique sur le long terme. Jean-Marie, c'est une bonne nouvelle pour les créanciers de l'État? C'est une très très bonne nouvelle, tout simplement. Pourquoi? Parce que chez nous, en Afrique, on oublie toujours une chose. L'État, c'est le bras séculier chez nous. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand vous regardez le marché, nous avons des entreprises. Mais ces entreprises-là ont quel poids, si vous voulez, en termes de recettes? Nous savons bien que la majorité des entreprises africaines, c'est-à-dire fonctionnent avec des marchés publics. Donc dès l'instant que l'État injecte une somme comme celle-là, c'est-à-dire elle contribue à la relance de l'économie en tant que telle, la plupart du temps, en Afrique, on a oublié ça, c'est que la dette intérieure est une dette qui est très essentielle parce qu'elle contribue au développement, elle contribue à générer des revenus pour les populations en tant que telles. Et généralement, qu'est-ce qui se passe dans nos États? On s'occupe beaucoup plus de la dette extérieure, alors que vous avez aujourd'hui là, quand vous prenez le taux d'endettement des États dans le monde, ce ne sont pas les États africains qui sont les plus endettés, ce sont les États qui sont les moins endettés en tant que tels. Donc une démarche comme celle qui est mise en place au Sénégal contribue, si vous voulez, à accélérer le développement de l'économie en tant que telle et à générer d'autres revenus. Donc à partir de là, nous avons vécu, si vous voulez, dans les décennies précédentes, nous avons bien vu que ce phénomène-là du fait que l'État n'arrive pas à payer des dettes aux entreprises intérieures. Nous avons vu des tas et des tas d'entreprises qui ont fermé les portes. C'est-à-dire la fermeture la plus sanglante, c'est-à-dire dont je me rappelle, ça a toujours été quoi? Ça a été Air Afrique. Ce sont les États qui ont plombé Air Afrique, si vous voulez, complètement, tout simplement. Pourquoi? Parce que les États n'auraient pas les dettes vis-à-vis de cette compagnie-là, qui était une compagnie transcontinentale. Et aujourd'hui, nous essayons de revenir sur la même chose, alors que l'idéal, ce serait de revenir là. Donc, quand l'État pense à payer, si vous voulez, les entreprises à l'intérieur, ils contribuent, si vous voulez, au financement de l'économie en tant que tel. Ça veut dire quoi? Que le recouvrement des créances est finalement la principale contrainte des entrepreneurs aujourd'hui en Afrique? C'est la principale contrainte. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple, Fanny. Par exemple, ici, là, en France, ce problème-là se pose dans toutes les économies. Dès l'instant que l'État ne pose pas un œil bienveillant là-dessus, vous avez toujours des problèmes. Vous avez certains secteurs d'activité en France dans lesquels l'État a décidé de raccourcir les délais de paiement, que ce soit en termes de paiement des créances, que ce soit en termes de crédit de TVA en tant que tel, pour favoriser la trésorerie des entreprises en tant que telles. Donc, c'est
c'est un phénomène qui est très très important dans le financement des économies parce qu'on regarde souvent quoi? On regarde que les grandes entreprises, alors que les grandes entreprises, ce ne sont pas elles qui ont le plus besoin, si vous voulez, de ces moyens de financement-là. Ce sont plutôt les petites et moyennes entreprises qui sont disséminées à l'intérieur de l'économie et ce sont ces entreprises-là qui contribuent à renforcer le tissu économique, industriel de chaque nation en Afrique. Donc il va falloir, si vous voulez, veiller à cette dimension-là, de faire en sorte que les petites entreprises ne soient pas mises au bord de la banqueroute parce que l'État ne paye pas, comment dirais-je, des créances qui sont détenues sur elle par rapport à ces entreprises-là. Alexis Knielman, que pensez-vous de ce paiement de l'État sénégalais à destination des petites et moyennes entreprises? Un avis un peu critique, mais tout d'abord, comme disait M. Bitomo tout à l'heure, c'est que c'est une bonne chose que l'État honore ses dettes vis-à-vis de ces PME qui constituent le tissu compte tenu de la structure économique du Sénégal. Mais l'avis critique, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on oublie que le Sénégal a levé ce eurobond, donc ces fonds sur les marchés internationaux pour un objectif précis, qui, si je comprends bien, rentre dans le cadre du plan Sénégal émergent. Oui. Et que à ce sujet, du coup, ils sont suivis de près par les investisseurs internationaux. Donc, c'est différentes PME qui opèrent dans le secteur du BTP, donc en gros, qui rentrent bien dans ce... Bâtiment travaux publics. Bâtiment travaux publics, donc qui rentrent bien dans le cadre des objectifs de cette levée. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Après, il faut faire attention à l'utilisation de ces fonds parce que derrière, il y a un suivi qui est fait de la part des investisseurs et il faudra rembourser en fait le service de la dette. Voilà. Linda Finkwasi, vous partagez les mêmes réserves? Absolument. Et vu que comme le disait M. Knielman, c'est dans l'optique d'avoir le Sénégal émergent, on ne peut pas avoir un pays émergent sans prêter attention aux petites et moyennes entreprises qui sont l'essor économique de l'Afrique. Donc, bien entendu, ces repaiements vont être suivis, ce qui favorisera bien évidemment l'écoulement de la dette le plus rapidement possible afin d'atteindre le niveau d'émergence requis ou le niveau d'émergence souhaité pour nos nations africaines. Et je pense que dans ce cadre-là, le Sénégal était véritablement un exemple à suivre. Merci. Dans l'actualité également, le Burkina Faso va entamer les travaux de construction de 2000 km de fibre optique, un projet d'un budget de 90 millions de dollars. Cette initiative entre dans le cadre du projet Backbone national qui vise à augmenter la capacité de la télécommunication, y compris de la connexion Internet. Marcel Fabamarouna. 91 millions de dollars, c'est le budget prévu par le gouvernement burkinabé pour les travaux de construction de 2001 km de fibre optique. Cette initiative, qui entre dans le cadre du projet Backbone national, vise à augmenter la capacité de la télécommunication au Burkina Faso, y compris la connexion Internet. Ce n'est pas sûr qu'il y ait un changement dans la qualité ou dans les coûts au niveau de la téléphonie et au niveau de l'Internet. Parce que ce que nous sommes en train de faire, on est en train de doubler, de tripler des fibres optiques. On aurait pu renforcer les systèmes existants au lieu de créer de nouveaux systèmes. Par exemple, je prends les projets routiers. Normalement, tous les projets routiers, on doit intégrer systématiquement la fibre optique dedans. Mais actuellement, chaque opérateur veut mettre ses fibres optiques. En 2013, les autorités burkinabè avaient signé un contrat pour la réalisation de 5443 km de réseau dorsal de télécommunications en fibre optique avec la société de droit singapourien Huawei International Limited, spécialisée dans la fourniture en réseau de télécommunications des opérateurs et des réseaux informatiques des entreprises. 4 ans plus tard, les travaux devraient s'accélérer avec la première phase du projet. Son coût total est estimé à 241,5 millions de dollars. Donc, quand on prend les échanges interurbains, c'est beaucoup plus social. Alors que bon, ceux qui veulent financer la fibre optique, ils s'attendent à un retour sur l'investissement assez immédiat. Si on n'a pas des services à valeur ajoutée qui vont passer par la fibre optique, si ces services à valeur ajoutée ne peuvent pas compenser le manque à gagner avec l'investissement qui est très très cher, il va sans dire que bon, c'est normal que ça prenne du temps. Le projet Backbone national est une initiative du gouvernement. Ce dernier entend mettre à la disposition des acteurs du secteur des technologies de l'information et de la communication au Burkina Faso une infrastructure universelle mutualisée dans sa cyberstratégie nationale. Elle servira ainsi au transport de la voix, des données et de la vidéo accessibles sur toute l'étendue du territoire national. En rappel, le Burkina Faso, dont la population est estimée à un peu plus de 19,5 millions d'habitants, compte environ 2 millions d'utilisateurs d'Internet, soit un taux de pénétration de 9,7%. Jean-Marie, que pensez-vous de ce projet?
Le projet, il est bien, si vous voulez, théoriquement parlant, mais comme on sait très bien que la plupart du temps, si vous voulez, la théorie des marchés liés, je la critique toujours sur ce plateau, tout simplement pourquoi? Parce que quand vous vous endettez à l'extérieur, c'est pour que vous ayez des outils performants au service de l'économie, au service de la nation, comme vous voulez. Mais la plupart du temps, tous ces derniers temps, c'est-à-dire concernant ce secteur-là, on a vu des exemples un peu partout en Afrique où la théorie des marchés liés a été posée sur la table. Ça voudrait dire que je vous apporte le financement, c'est moi qui assure la construction. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires derrière, c'est un endettement, si vous voulez, qui est inutile pour les pays, pour les économies en tant que telles. D'autant plus que c'est un secteur qui est très très important. C'est un secteur qui contribue à connecter toutes les économies africaines à l'économie mondiale en tant que telle. Si là-dessus, c'est-à-dire vous avez des investissements qui sont mis en place et qui sont pas opérationnel en tant que tel, c'est une dette qui ne sert à rien, si vous voulez, par rapport au pays. C'est quelque chose de bien qu'on nous dise à chaque fois, oui, c'est bien, bon, tel contrat a été signé en Afrique, on investit, mais il faut toujours se poser la question de savoir, est-ce que ça profite vraiment à la population africaine? Est-ce que ça profite à l'économie en tant que telle? Il va falloir que les pays africains soient sélectifs. C'est pas parce que quelqu'un vous apporte un financement extérieur qui va vous imposer, si vous voulez, le fournisseur comment dire, le fournisseur de matériel en tant que tel. C'est pas une bonne stratégie. Les États doivent avoir leur capacité. C'est ce que je dis toujours, leur indépendance. La souveraineté d'un État, c'est quoi? C'est de pouvoir décider des investissements, c'est-à-dire qui sont faits au sein de cet État-là, et pas que vous ayez des intervenants extérieurs qui viennent imposer, si vous voulez, leur stratégie à eux. La plupart du temps, moi je veux bien, la Chine investit énormément en Afrique, mais quand on regarde, moi j'ai vécu un phénomène qui semble qu'on constate dans pas mal de pays africains. Quand vous avez une entreprise chinoise qui arrive, elle investit, elle amène des fonds. En même temps, on vous amène des ouvriers chinois. Et que fait la population africaine pendant ce temps-là? Moi, je ne comprends pas. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on m'explique un jour. Quelle est la logique, si vous voulez, que vous avez derrière ça? Vous allez vous endetter. Normalement, la croissance d'une économie doit bénéficier d'abord au développement économique et social qui dépend maintenant de quoi? De l'employabilité de la population en tant que telle. Si nous n'arrivons pas à réaliser ça et que nous nous gargarisons en nous disant que oui, vous voyez, bon, on a reçu tel investissement qui fait 100 milliards, mais quelle est, si vous voulez, la place de cet investissement-là au sein de l'économie en tant que tel? C'est la question que je me pose. Linda Finkwasi, que pensez-vous du fait que les groupes chinois remportent la majorité de ces chantiers de pose de fibre optique en Afrique? Alors, je dirais que je trouve cela quand même un peu dommage, parce que je suis persuadée que sur le continent, nous avons des talents. Et nous sommes capables ensemble de pouvoir développer notre continent. Il est temps de réellement se dire que si on veut une Afrique émergente, on doit commencer à travailler ensemble, et cela correctement. Je suis persuadée qu'il y a des personnes, des entreprises ou des filiales capables de pouvoir le faire. La Chine, comme le disait Jean-Marie, investit énormément en Afrique, mais si elle investit en Afrique, il faudrait effectivement que cet investissement-là soit rentable pour les Africains. Sinon, ce ne serait pas normal et ce serait pas utile. Donc, c'est un projet très bien, qui aurait pu être conduit par des Africains, ou encore avoir une participation africaine de haut niveau, parce qu'il serait temps qu'on puisse dire oui ou non en utilisant notre souveraineté à travers tout ce qui nous est proposé. C'est nécessaire. Sinon, le terme émergent restera un terme qu'on va juste mettre dans le dictionnaire à la fin de la journée, et ce n'est pas nécessaire. Alexis Kignolman, vous partagez cet avis? Oui, je pense qu'on aurait pu faire, mon avis sur le sujet, un projet plus global, parce qu'en Afrique de l'Ouest, tous les pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et tous les autres, ont des projets similaires, dont je pense qu'on aurait pu œuvrer et jouer sur des synergies pour être plus efficace dans le déploiement de ces projets backbone qui sont faits de manière un peu indépendante, et il y a de la perte de ressources derrière. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 4e volet de cette semaine consacré aux enjeux de la dynamique bancaire africaine. Linda Finkwasi, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Fanny. Alexis Kignolman, merci également. Merci à vous. Et Jean-Marie, merci d'avoir été là. Bonsoir Fanny et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.